donc de l'économie. De l'économie sociale et solidaire au sein de la direction du développement des entreprises à la métropole d'Aix-Marseille. Et effectivement, en point d'actualité un peu phare, on adhère au RTES prochainement. Ça sera délibéré, ça a été d'ailleurs délibéré là, hier en bureau Ok. métropolitain. Ah bah Bravo, effectivement. Merci. bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Merci. Euh, Laurent, peut-être, non, pour la ville de Marseille? Ton micro, Laurent. Pardon, j'ai été détecté. On est sur le tour d'actualité, c'est ça? ouais. Oui. Ben non, actualité chaude. Là, j'ai essayé d'échanger avec le GESF, là, le Forum mondial de l'ESS qui aura lieu à Bordeaux en octobre 2025, pour sécuriser la présence de la ville de Marseille à l'occasion du forum, où on a fait une proposition. Voilà, le Spazer a été enfin renouvelé et voté, avec à la fois une victoire mais une déception aussi, c'est que on a des marchés qui vont être réservés pour moins de 5 000 € à l'attention des acteurs de l'ESS. Non, il y a peut-être un point d'actualité, c'est qu'en fait, juste sur la filière de la consigne, très, 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 un point très, très précis, mais voilà, Citeo lance un appel à projet national là, avec une expérimentation en Normandie et en Bretagne. Et donc, les autres régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Corse, etc., vont rentrer dans la boucle pour déployer la filière de la consigne et ils vont choisir des opérateurs territorialement. Et donc, c'est un volet sur lequel moi je suis attentif, notamment on a un opérateur qui est assez structurant, que j'imagine que David connaît, qui est l'incassable, qui sont sur le 04, le 05, le 13 et le 84, et qui sont a priori bien positionnés pour pouvoir déployer la filière des consignes. Bon, ça c'est vraiment un micro-focus. Euh, mais bon, voilà, à grands traits, j'ai beaucoup plus d'actu que ça, mais bon, voilà les grosses balises du jour. Ok. Non mais juste sur cet appel à projet consigne, j'imagine que l'opérateur, il est en lien avec le réseau des opérateurs ESS dans le domaine. Tout à fait. Oui, ok, d'accord. Parce que nous, on avait été interpellés par Montpellier, euh, la métropole de Montpellier, qui avait elle-même été interpellée par son opérateur, hein, Hoc Consigne, hein. Après, ils sont fédérés avec le réseau Consigne, en fait, qui est le réseau national. Mais effectivement, il y a ESS France qui a ce groupe réemploi, je crois. Et je suis pas sûr qu'ils soient câblés, ou alors ils le sont via le réseau Consigne. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je parlais du réseau consigne, du réseau consigne, parce que, enfin, en tout cas, Hop Consigne à Montpellier, il y avait un certain nombre de craintes que l'expérimentation par certains territoires privilégie des acteurs de ces territoires au détriment d'autres territoires qui ne seraient pas sur l'expérimentation. Mais l'expérimentation permettrait aux acteurs d'avoir des moyens de se déployer, et notamment des acteurs non ESS, de se déployer. Je te fais suivre l'interpellation qu'on avait eue par rapport Ah, aux volontiers, ouais. J'ai un vidéos. point, un comité technique sur ce volet-là cet après-midi, donc ça peut être Et très bien, ouais. là, c'était précisément sur les centres de lavage. Je ne sais Ah pas si oui. c'est cet appel à projet, c'est peut-être un peu différent. Là, c'était C'est un sur les petit peu, centres de c'est un lavage. petit peu différent, mais ça fait partie de la filière. Après, la problématique des centres de lavage, et après, j'en conclurai là, parce que sinon, Ouais. c'est que les centres de lavage, en fait, pour l'instant, ils sont pas arrivés
enfin, ils sont dimensionnés pour pouvoir absorber des millions de bouteilles, etc. Mais le marché n'est pas encore La assez mature, donc derrière ils n'ont de pas une Massacre, hein. volumétrie. Donc ce serait une Désolée, hein, je suis en incohérence visio et je dois de créer de intervenir en nouveaux plus. centres de lavage. Chacun va appeler de ses voeux le fait d'avoir un centre de lavage sur, sur Marseille, sur Nice, etc. Et pour l'instant, en fait, ou sur Bastia ou ailleurs, et en fait, pour l'instant, ils tournent pas à plein régime. Donc ce serait se tirer une balle dans le pied que d'en créer de nouveaux. Et donc, Ouais, notamment, Montpellier en est doté, Valence aussi, et il vaut mieux essayer de densifier les sites existants, et c'est voilà, une mesure de cohérence et de maintien de la filière. Après, une fois qu'on aura ouais, atteint les ouais, ouais, volumes des tout à fait. CSR, il Mais faudra avec la question certainement. de la place Ah, des acteurs à lucrativité limitée dans cette filière. Ok, bon, voilà, on ferme la parenthèse. Désolée. Euh, sur le tour d'actualité, est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres actualités à partager avant qu'on démarre? C'est ça. Émilie Lamblin, je ne sais pas si. non. Après, au registre des actualités, on a fait le jury national de la France s'engage aussi à Marseille, là, il y a 2 semaines. Donc c'était intéressant. Bon, on a instruit les dossiers qui n'étaient pas marseillais ni de la région PACA, malheureusement. Mais c'était quand même un exercice intéressant pour essayer d'identifier ben voilà, les innovations sociales provenant d'autres territoires pour s'inspirer. Peut-être sur le Pays de Grâce, dire que le 21 juin, on relance les rencontres ESS sur le haut pays du Pays de Grâce. Pardon si vous entendez du bruit, mais voilà, c'est le service. Et donc cette année, on a choisi comme thématique l'ESS au service de la redynamisation du petit commerce en milieu rural. Voilà, et je lance un appel parce qu'on n'arrive pas à mobiliser ni Bouge ton coq, ni Village Vivant. Voilà, ils disent qu'ils ne sont pas disponibles, donc bon, c'est pas très grave, mais si vous avez d'autres idées d'interlocuteurs qu'on pourrait solliciter, voilà, n'hésitez Bah, pas Tresson, à nous en faire part. Tresson, Précis. Tresson et Ah, Tresson, non, oui, oui. Bah, Tresson. C'est ça, Laurent? oui, c'est ça le programme Oui, porté oui, par la ville sur la ruralité, ouais. oui. Patricia était déjà venue il y a 3 ans, je crois, pour nous présenter Tresson. Donc, oui, Par ça la, fait partie des. par la VIS et le RTES aussi, mais Oui, par la VIS et le RTES. Oui. Tresson, alors le séminaire de clôture de Tresson, c'est le 20 mai à Paris. Et en fait, c'était un programme sur un an. Enfin, on avait eu un renouvellement du précédent programme Tresson sur un an et dont le séminaire de clôture aura lieu le 20 mai à la Ferme des Possibles à Stein en région parisienne et axé autour des questions d'installation agricole, enfin du rôle de l'ESS pour favoriser le renouvellement, euh, le renouvellement agricole et l'emploi inclusif en milieu rural, enfin voilà, pour faire très vite. Voilà, à voir ce qui peut éventuellement être partagé par rapport aux enseignements de Tresson. Ce sera quand, Valérie? 21 Le 21 juin. juin. 21 juin, d'accord. Ce Euh, sera après la clôture de Tresson. Valérie, il y a également, pardon, hein, effectivement, Tresson, c'est porté par le RTES, enfin, c'est par la VIS et tout un consortium. Mais non, il y a aussi le KIF, là, le réseau des incubateurs d'innovation sociale au niveau national, qui vient de lancer un appel à projet sur la ruralité. Mm. Et donc, bon, ben, l'interlocuteur du KIF sur la région PACA, c'est Intermed. Merci. Ouais. Ok, super. Valérie, peut-être Je on vous mets en peut dire deux commentaire. mots. Ok, merci beaucoup, Laurent. Jean? Puisqu'on parle de filière, je crois qu'on a déjà abordé les problématiques de la filière TLC, tissu, linge, chaussures. Parce que nous, on a un acteur qui est en grande difficulté sur le territoire. Il s'appelle Montagnabi, hein, mais on en a parlé déjà.
Ou c'est parce qu'on en a nous tellement beaucoup parlé localement que je ne me souviens plus si avec le RTES et le club des collectivités on en a parlé. On l'avait évoqué au sein du club des collectivités, mais c'est tout. Mais peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une réunion à part entière, hein. Enfin, on en parlera peut-être au séminaire, non? Oui, on a effectivement un conseil d'administration du RTES lundi et mardi. Et la Pays de Grâce est membre du conseil d'administration du, du RTES. Mais effectivement, bah, il y a aussi, c'est en Gironde où Emmaüs enfin une grosse structure gérée par Emmaüs a déposé le bilan il y a 15 jours. Ah, parce que donc toute la filière est en crise, Mm. euh, bien sûr à cause de la concurrence asiatique. Euh, et nous, c'est juste un collecteur qui n'est pas un trieur ni un recycleur, Montagnabi, et qui est en même temps un chantier d'insertion, qui est le premier employeur du Haut Pays Grassois, euh, avec son chantier d'insertion. Et voilà, l'avenir est pas très, reluisant. Voilà. À court, à moyen et à long terme. Et Mm. donc, en tout cas, il y a plusieurs niveaux de réflexion actuellement, puisque la région PACA a missionné son bras armé économique, développement économique, qu'est l'agence Rising Sud, pour réunir tous les acteurs de la filière et pour essayer de réfléchir collectivement à des solutions territoriales, régionales. Ça n'a pas donné grand-chose, mais les acteurs eux-mêmes sont en train de se fédérer et peut-être de se regrouper et essayer de proposer eux-mêmes des solutions. Et, et peut-être ce qui peut être intéressant, mais enfin, c'est pas du tout une solution miracle, hein, mais c'est la contractualisation sous forme de SIEG que Strasbourg a fait autour du textile, autour de la collecte du textile, en considérant comme un opérateur donc, ayant des obligations de service public. SIEG, Service économique d'intérêt général. Service. Mhm. Je le mets dans le chat le lien vers un des webinaires qu'on a organisé sur le sujet, mais il y a eu plusieurs temps. Et voilà, enfin, en tout cas, en plus, Strasbourg sera lundi au séminaire du CA. N'hésitez pas. Ok. Eh bien, je vous propose peut-être qu'on démarre. Alors, la réunion est enregistrée parce que bon, on avait voilà, beaucoup plus inscrits que ça, mais on va démarrer on va démarrer en sachant que donc, le webinaire sera enregistré et comme d'habitude, il y a un compte-rendu qui est fait qui sera en ligne qui sera en ligne. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre donc, du club des collectivités qui est organisé par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Et pour donner plus de visibilité à ces clubs, on a une page, on a créé avec le soutien des CRES, une page présentant les rencontres du club, les prochaines actualités et les comptes rendus donc des précédents clubs. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, ça peut aussi être une page, pourquoi pas, pour partager certaines infos à l'échelle régionale, enfin en tout cas interrégionale. Donc le club des collectivités, bah, je pense que toutes les personnes qui sont présentes connaissent ce club qui a été lancé il y a 2 ans et demi maintenant. On a je suis désolée, j'ai pas vérifié, je crois que ça doit être 8 rencontres qui ont été organisées. Et à chaque fois, donc, le choix un peu des sujets, c'est aussi c'est en fonction de l'intérêt et de l'actualité des uns et des autres et aussi des sollicitations des collectivités. Et donc là, pour cette rencontre du club des collectivités, on a proposé de travailler sur les questions
d'accès au foncier des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je propose peut-être à Julie ou à David de dire un mot enfin, sur un peu les enjeux côté acteurs, hein, et puis ensuite sur les enjeux côté collectivité, enjeux et actu côté collectivité. Non, je vais Julie, commencer, ouais. Et puis David pourra compléter. Bonjour, Julie Paganel, je suis la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Corse, la CRES Corsica. Donc l'accès au foncier des acteurs de l'ESS, il y a l'aspect, on commence toujours par un aspect très important, l'aspect financier, avec le coût du loyer ou de l'achat, de faire le choix d'acheter. Et également l'aspect sur la mise à disposition par les collectivités publiques d'un espace. Souvent aussi, la mise à disposition implique que c'est une mise à disposition à durée déterminée et que ça implique un déménagement pour la structure. Sur la notion de foncier aussi, l'important, c'est l'accès pour le public à ces sites-là, qu'on soit en milieu rural ou urbain. En milieu rural, ça va être également pouvoir avoir une visibilité. En milieu urbain, c'est l'accès également par les transports en commun. En fonction des activités, l'importance du foncier sur la superficie. Si je prends l'exemple d'une recyclerie, elle a besoin de grands espaces par rapport au fait de cloisonnement des différentes activités. Un espace pour accueillir les dons, un espace pour faire le tri, un espace pour la réparation, le nettoyage et la vente, etc. L'implantation aussi géographique, elle est très importante pour les acteurs de l'ESS. Ça permet de développer leur stratégie aussi, leur visibilité, comme j'ai déjà dit. Les problématiques du foncier varient en fonction des activités, des structures et de leur taille. Et voilà, pour moi, c'est les points principaux qui vont être développés. David, est-ce que tu souhaites compléter? Oui, pour redire bonjour à tous et à toutes, d'une part. Non, et puis peut-être pour souligner que la question du foncier est en tout cas, nous, dans ce qu'on observe dans la relation qu'on a d'accompagnement aux entreprises de l'ESS, une question qui a une place de plus en plus centrale. Et je l'avoue volontiers, elle est un peu nouvelle pour nous. Donc, pour nous, ce webinaire, c'était aussi une manière un point de repère pour se dire que c'était le démarrage d'un travail un peu plus, qu'on voudrait plus approfondi au long cours sur ces enjeux. Alors, on a déjà d'ores et déjà quelques explications, hein. On est dans un contexte qu'on connaît tous. Les structures de l'ESS sont confrontées à un renforcement de l'hybridation de leur modèle économique. Du coup, on voit la question du foncier sur le sujet du modèle économique et de la vision économique devenir un élément central du sujet de ce sujet. On a, par rapport à la pression foncière partout en région, beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se positionnent, acteurs de l'ESS, en disant mais est-ce que le dépassement ou ma recherche de solutions ne passe pas par le fait de mutualiser ma problématique avec d'autres entreprises de l'ESS ou d'autres acteurs de l'univers économique du territoire. Et donc, le fait de se dire, je n'arrive pas à trouver les solutions tout seul, mais la problématique est telle que c'est peut-être dans la coopération et la mutualisation que des solutions peuvent être trouvées. Et enfin, on a une autre catégorie d'acteurs de l'ESS qui découvrent aussi le sujet comme un élément de problématique de leur développement et qui constatent aujourd'hui son peu d'acculturation et donc ces enjeux de professionnalisation sur ces sujets-là, et qui aujourd'hui est très en demande en fait de se mettre au travail avec d'autres acteurs pour investir l'enjeu. Voilà, c'est 3 petits points que je voulais partager avec vous sur ce qu'on observe en ce moment de la réalité de nos entreprises dans leur diversité. Alors qu'encore, c'est un sujet qui a toujours existé, autant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et même en milieu urbain, ça devient de
plus en plus cher le foncier. Donc, pour les structures de l'ESS, quelle que soit l'activité, l'implantation de la structure, le foncier a toujours été une difficulté. Merci beaucoup. Alors, ce que vous partagez, ça fait effectivement complètement écho au constat du RTES. Et nous, on avait été interpellés, donc il y a déjà maintenant 4-5 ans, par des collectivités qui elles-mêmes étaient interpellées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on avait réalisé un premier repère, il y a 4 ans maintenant, sur l'accès au foncier, avec l'objectif de voir un peu quels sont les leviers des collectivités pour favoriser l'accès au foncier. Alors, le premier repère était plutôt, et l'actualisation plutôt en milieu urbain. Comment favoriser ce que vous indiquez, les lieux mutualisés, un certain nombre de lieux. Mais on souhaitait aussi mettre en évidence pas simplement le fait que les acteurs soient en demande de foncier, mais aussi la façon dont les acteurs de l'ESS peuvent contribuer aux politiques d'aménagement des collectivités locales et aussi aux outils développés par des structures de l'ESS pour favoriser l'accès au foncier. Et donc, ça a été un des points qu'on a particulièrement développé dans le repère qui a été actualisé en début d'année. Donc, pour nous, il y a une actualité autour de ce sujet, puisqu'on a actualisé le repère, donc, que vous voyez en image avec le château de Nanterre en couverture, une ancienne usine Natalis reconvertie avec la foncière solidaire éthique qui rassemble aujourd'hui des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc dans ce repère qui a été publié en début d'année, donc on a à la fois développé un petit peu la façon dont les acteurs de l'ESS et les structures, notamment les foncières solidaires, peuvent être des partenaires pour les collectivités locales. Et aussi, on a également développé les questions juridiques autour des questions de propriété, de type de baux. Voilà, et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, on a pu faire aussi ce travail parce qu'au sein de l'équipe, nous avait rejoint entre-temps Benjamin Guéropinet qui est présent et qui interviendra et surtout répondra à toutes vos questions sur les dimensions plus juridiques qui sont présentes dans ces questions de foncier. On aura également la chance d'avoir un témoignage, oui, de Terre de Liens Corsica avec Gabriel, puisque, donc, comme je disais, si ce repère, il est plus axé autour des questions urbaines, on a aussi par ailleurs travaillé, et c'est un sujet important, sur les questions d'accès aux fonciers agricoles et d'accès aux fonciers en milieu rural, et plus particulièrement d'accès aux fonciers agricoles. Et donc là-dessus, on aura une présentation de Terre de Liens Corsica sous l'angle de leur relation avec les collectivités locales. Voilà. Donc, ce webinaire, l'idée, c'est de vous présenter un peu rapidement les travaux qui ont pu être menés, puis surtout de pouvoir partager des expériences et puis répondre éventuellement à des questions qui sont posées. Très rapidement sur le repère sur le foncier. Donc, on a d'une part abordé la question de l'urbanisme transitoire. On a donc ensuite traité la façon dont le patrimoine des collectivités ou des bailleurs sociaux pouvait être valorisé par l'ESS. Donc, vous voyez qu'on a un peu sciemment insisté sur la contribution des acteurs de l'ESS. Et puis, une troisième partie sur les stratégies territoriales et comment on peut faciliter, dans le cadre de l'inscription de l'ESS, dans le cadre de stratégies territoriales autour de l'accès aux fonciers. Et donc, on a ensuite une partie plus juridique, pratique et juridique, et avec une présentation d'outils de financement. Donc, le repère, il est disponible en ligne, mais vous pouvez demander sur le site du RTES une version papier pour ceux qui ne l'auront pas reçu. On a réalisé ce repère à partir de l'étude d'un certain nombre d'initiatives en France, dont en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la friche de la Belle de Mai.
Donc, je passe assez rapidement. Donc, le premier chapitre sur l'urbanisme transitoire, peut-être ce qu'on peut souligner, c'est que d'une part, autant quand on a fait la première version du guide, c'était quelque chose qui était encore assez exploratoire, et notamment la place de l'ESS dans ces approches d'urbanisme transitoire. On en était un petit peu au début, avec quelques expériences un peu emblématiques, comme les grands voisins avec Yes We Camp, qui d'ailleurs est né à Marseille. Mais c'était encore des approches qui étaient enfin, encore peut-être, enfin à la marge. En tout cas, aujourd'hui, le constat, 5 ans après, c'est que ces approches, elles sont complètement intégrées aujourd'hui dans les projets urbains, et que les acteurs de l'ESS ont une place importante dans ces approches d'urbanisme transitoire, à la fois parce que ça répond à des besoins d'acteurs de l'ESS, mais aussi parce que des acteurs de l'ESS ont pu développer une expertise pour accompagner les collectivités sur ces projets d'urbanisme urbain. On a également mis en évidence quelques points de vigilance, et donc notamment l'importance d'avoir un cadre qui soit clair au départ, hein, sur les engagements à la fois côté collectivité et côté acteurs de l'économie sociale et solidaire, sur l'importance aussi de prendre en compte les conditions d'accès, notamment les questions d'accessibilité au public, un certain nombre de travaux éventuels nécessaires qui doivent être pris en compte pour que ça soit au bénéfice à la fois des acteurs et de la collectivité. L'importance d'avoir une évaluation partagée, et puis surtout anticiper l'après-urbanisme transitoire pour pouvoir vraiment inscrire cet urbanisme transitoire dans une stratégie plus à moyen et long terme, et permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire d'avoir accès. Alors effectivement, ça peut apporter une solution provisoire, mais ça doit s'inscrire dans une stratégie plus de moyen terme. Voilà, très très rapidement, je ne sais pas si, enfin voilà, si ça soulève des questions ou des remarques ou autres. Est-ce que vous partagez un peu ces constats et ces points d'attention? Bah, moi, en fait, sur le territoire, ce qu'on observe depuis maintenant plus de 10 ans, c'est qu'il y a une grande, en fait, une grande frilosité, voilà, je cherchais le terme, de la part de nos élus sur justement cet urbanisme transitoire. Et du coup, bah, on n'arrive pas à aller sur des projets avec eux parce que je pense que ça, oui, voilà, il y a une méconnaissance et ça leur fait très peur. Et tous les projets bloquent systématiquement. D'accord, une grande méconnaissance encore aujourd'hui de la part des élus. Ben ouais, parce que je pense qu'ils sont encore victimes de leur représentation et on a beau essayer de montrer aussi qu'il y a d'autres projets sur d'autres territoires, effectivement, qui ont permis justement de dynamiser beaucoup de choses à partir de l'urbanisme transitoire, mais on n'y arrive pas sur notre territoire. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est un constat qui est partagé ailleurs? Et comment on peut, voilà, essayer de lever C'est ces ça. tribunes. Moi, je me souviens qu'au sein du RTES, on avait organisé il y a 7-8 ans une rencontre aux grands voisins, à l'époque où donc les grands voisins avaient occupé l'hôpital, hein, l'ex-hôpital Saint-Vincent. Et ça avait, enfin, voilà, il me semble que ça avait été un facteur un peu déclencheur, hein, C'est ça. pour des élus sur l'intérêt de ce type de démarche. Je ne sais pas, est-ce qu'en région Provence et Côte d'Azur, Corse, il y a peut-être à imaginer un temps de visite sur un. Enfin, je sais pas comment. Sur les illustrations qui sont présentes dans le guide, on a à la fois donc des outils, donc c'est la petite clé à molette là, des outils comme Plateau urbain qui peut accompagner les collectivités sur ces sujets. Donc Plateau urbain comme étant un outil qui peut être mobilisé par les collectivités, et puis des exemples. Donc on en a mis que quelques-uns, des exemples différents où on a aussi bien des exemples d'appel à manifestation d'intérêt de la part des collectivités
sur un foncier repéré pour trouver des structures d'ESS en capacité intéressées par occuper et valoriser ce foncier. Donc avec un engagement de la collectivité qui est pas forcément très justement engageant sur le long terme, hein. Donc on a mis celui d'Est Ensemble parce que ça fait 7 ans et parce qu'il voilà, il est assez important. Mais on a d'autres exemples d'appels à manifestation d'intérêt sur des projets plus petits, j'ai envie de dire. Par exemple, à Sainte-Savine, près de Dijon, euh, il y a une ancienne piscine municipale, hein, qui a été en partie rénové et pour lequel la mairie de Sainte-Savine a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour que des structures de l'ESS puissent occuper cette piscine. Donc il y a un certain nombre d'exemples qui sont indiqués. Et puis le terme de Maurepas qui est à Rennes, une ancienne poste désaffecté où voilà, il y a eu pendant plusieurs années, qui a été pendant plusieurs années occupé par des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans un quartier politique de la ville et avec un impact enfin, vraiment sur le quartier qui a pu être mesuré. Et l'autre projet, illustration, c'est Refit, qui est un réseau européen autour de la transition, d'urbanisme transitoire. Pardon. Est-ce que vous avez comment permettre de sensibiliser les élus qui ne seraient pas encore... C'est Laurent qui lève la main. Laurent. Oui, c'est juste peut-être avec une double voix, parce que du coup, c'est chouette, il y a Magali qui est là, mais en tout cas, donc, bon, à l'échelle du territoire marseillais, qui est un petit, qui est une partie du territoire métropolitain, donc naturellement, on utilise les conventions d'occupation temporaire et l'urbanisme transitoire. Pour autant, actuellement, le prisme foncier l'est avec les lunettes du foncier économique traditionnel, en fait. C'est-à-dire que le fait dans une logique de fonds patient, de rentabilité qui va être moindre et n'est pas encore totalement intégré. Et la logique de l'occupation transitoire est vraiment employée à la fois pour activer les lieux, naturellement, mais aussi la capacité à essayer de renforcer ses fonds propres pour pouvoir effectuer un décollage et s'intégrer dans le marché traditionnel. En tout cas, c'est actuellement le prisme avec lequel l'urbanisme transitoire est abordé. Donc, il y a l'activation de lieux, des usages, etc. Le maintien d'équipements, certes, mais il y a aussi quand même en toile de fond le fait que c'est temporaire et que ce temporaire doit permettre de stabiliser un modèle économique qui doit permettre d'accéder au foncier traditionnel. Et donc là, on a un exemple qui est souvent cité, en tout cas à la ville de Marseille, qui est celui de Régie Service 13. C'est-à-dire c'est une régie, voilà, qui a 6 millions de budget, qui était sur une COP. Cette COP s'est achevée et la régie Service 13 a pu acheter. Et donc, en fait, c'est cette lecture qui prévaut actuellement avec cet exemple-là, même si on en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais bon, voilà, moi, ce que je pouvais partager rapidement, mais peut-être avoir la lecture de Magali, puisque du coup, on travaille vraiment main dans la main avec la métropole sur ces questions-là, avec les développeurs économiques de la métropole, pour essayer de trouver du foncier disponible. Et c'est souvent souvent naturellement avec les établissements publics fonciers qu'on établit ces conventions d'occupation temporaire. Juste préciser COP, Convention L'occupation précaire. d'occupation précaire. Hein. Ok. Oui, ben, je rebondis sur ce que dit Laurent, et effectivement, on est sur cette même logique-là où effectivement on va essayer de cibler des fonciers sur l'occupation temporaire pour pouvoir appuyer l'émergence de projets dans l'ESS ou alors des structures qui veulent effectivement se développer, mais c'est sur voilà, une courte période pour donner un pied à l'étrier.
Mais je rebondis aussi sur ce que disait Valérie. Il y a ce sentiment de frilosité de la part de nos élus, sur lequel nous, on essaye de travailler un peu en interne et au sein de plusieurs directions, puisque en ce moment, on a constitué un groupe de travail justement sur l'occupation temporaire de friches, avec une identification de lieux qui appartiendraient de friches métropolitaines. Et l'idée, c'était de se faire, de se faire accompagner sur ce sujet-là pour pouvoir être davantage outillés, avoir des ressources et pour pouvoir aussi sécuriser à la fois nos actions, nos élus, mais aussi les structures de l'ESS qui occuperaient les lieux sur un temps donné. Donc là, on est en train de travailler avec à la fois la direction de la cohésion sociale, du développement économique et puis les services associés au foncier. Justement, sur cette question-là, l'idée étant de se dire que si c'est partagé par plusieurs directions et qu'on arrive à construire un discours commun, une posture commune sur ces sujets-là, peut-être qu'effectivement, on pourra davantage mobiliser ce levier. Yahi. Merci. Je ne sais pas si sur ce sujet, il y avait d'autres interventions ou témoignages. En tout cas, l'aspect travail transversal hein, entre services a été, enfin, vous l'avez bien souligné sur la métropole de Marseille. Et puis, je pense aussi que le fait d'avoir des exemples réussis, et à contrario, quand il y a eu des difficultés à un moment donné, ça peut souvent être. Enfin, il faut arriver peut-être à dépasser aussi les échecs éventuels que les élus peuvent avoir en tête, enfin en tout cas sur d'autres territoires, on voit bien que quand il y a une première expérience qui s'est très bien déroulée, voilà, c'est assez facile de dérouler derrière. Quand c'était plus compliqué au début, il peut y avoir une plus grande frilosité, mais qui peut être levée. Ok, alors bienvenue à Gilles Montillet du département. Donc le deuxième point, c'est donc on a essayé de mettre en évidence comment est-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire pouvaient être aussi des acteurs permettant de valoriser le patrimoine qui appartient aux collectivités locales. Alors avec déjà un constat que j'avoue que j'ignorais complètement, c'est que les collectivités détiennent entre 15 à 20% du patrimoine immobilier. Que souvent, donc, c'est des bâtiments qui ont perdu leur affectation initiale. Donc, j'évoquais tout à l'heure la poste ou le relais de poste, une ancienne mairie, une ancienne piscine. Voilà, des bâtiments qui peuvent appartenir à la collectivité, mais qui ne sont plus, qui doivent changer de destination. Et puis que là, il y a des attentes assez fortes de la part des collectivités vis-à-vis des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est notamment la question du lien avec les habitants, les emplois dans les quartiers politiques de la ville notamment, la préservation du patrimoine industriel et culturel au service des habitants, avec l'exemple du château de Nanterre, l'ancienne usine. Et puis la friche de la Belle de Mai, on pourra dire un mot tout à l'heure. Pour les acteurs de l'ESS qu'on avait pu identifier comme enjeu et comme intérêt, c'est que ça permet une grande visibilité sur le fait d'occuper certains lieux qui sont dans la mémoire des habitants. Ça permet aussi le passage d'occupation sauvage à des occupations négociées. Donc ça, on l'avait vu à Rennes, où plusieurs bâtiments avaient d'abord été occupés de façon sauvage, on va dire, par des acteurs culturels, et il y avait eu cet passage à des occupations négociées avec la collectivité. Ça permet de faire reconnaître la pertinence de la réhabilitation des bâtiments ou d'une déconstruction propre, et puis l'équilibre économique d'activité.
Quelques enseignements qu'on a tirés des exemples sur lesquels on a pu travailler. C'est d'abord le fait qui n'est pas forcément toujours perçu par les collectivités que l'économie sociale et solidaire peut équilibrer des modèles économiques parce qu'elle hybride différentes ressources, parce qu'elle peut mobiliser des ressources du marché, enfin de la vente de biens et de services. Elle peut mobiliser des ressources publiques aussi, même si voilà, au début on disait que c'était compliqué aujourd'hui, mais par exemple au travers de financement sur ses missions d'insertion, de création d'emplois, et elle mobilise aussi des ressources qui sont souvent sous-estimées par le bénévolat. Un certain nombre de ces lieux, alors que ce soit des tiers-lieux en tant que tels ou d'autres lieux occupés par les structures de l'ESS, peuvent tourner aussi parce que les acteurs de l'ESS peuvent mobiliser du bénévolat. Donc on peut avoir des équilibres économiques assurés par des acteurs de l'ESS, là où une entreprise purement privée ne pourrait pas équilibrer l'activité. On a aussi, alors voilà, vraiment quelques grands enseignements, l'importance de développer des espaces qui ont plusieurs fonctions, et l'importance aussi d'avoir une certaine souplesse dans l'usage prévu des locaux. On l'avait vu par exemple à Rennes avec l'hôtel Pasteur, où entre le premier, ce que les uns et les autres avaient imaginé en termes d'occupation des locaux et la façon dont le bâtiment véritablement vivait et ce qui était développé, il pouvait y avoir une évolution importante. Donc, comment dans par exemple, les travaux de réhabilitation, on peut penser à la fois la multifonctionnalité et l'évolution au fil du temps. Ça peut permettre de sensibiliser les différents services de la collectivité. Et puis, un point important, c'est que vraiment, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se sont aujourd'hui professionnalisés sur ces dimensions et qui sont en capacité d'accompagner les collectivités, de proposer des outils, aussi bien des outils financiers avec les foncières solidaires que des outils méthodologiques d'accompagnement de ce type de projet. Exemple de structure, outillage avec toujours la petite clé à molette, surface plus utile qui est présentée dans le repère, et avec des illustrations autour de lieux assez différents, que ce soit donc la mijoteuse, donc à Colomiers qui est près de Toulouse, dans une ancienne mairie, je pense, Benjamin. Je crois que c'est une ancienne mairie. Ou une annexe de mairie, mais voilà, Une quelque chose comme annexe. ça. La friche de la Belle de Mai, château de Nanterre. Voilà, donc comme je disais, enfin, on a vraiment souhaité aussi insister sur la façon dont les acteurs de l'ESS peuvent valoriser ce patrimoine. On verra peut-être après les questions un peu juridiques de type de mode d'occupation. Et donc la troisième chapitre, c'était comment est-ce qu'on peut inscrire l'ESS dans une stratégie territoriale, avec à la fois un dialogue dans la durée et puis l'inscription de l'ESS dans les différents outils de planification territoriale et urbaine, notamment les SCOT, les PLU, etc. Et on a essayer dans ce repère d'avoir une présentation un peu pédagogique de ces différents schémas ou outils, ce qui n'est pas évident parce que, enfin voilà, hein, Benjamin, on a passé quand même un petit peu de temps à essayer d'avoir une présentation un peu compréhensible, parce que honnêtement, enfin voilà, il y a vraiment des outils, des schémas qui s'enchevêtrent, c'est un petit peu compliqué de s'y repérer. Voilà, on a essayé de faire un peu ce travail de montrer à la fois ce que sont ces schémas et comment l'ESS peut y avoir une place, avec quelques illustrations de la ville de Paris, de Nantes. Peut-être, Benjamin, si tu veux dire un mot sur la politique de pastillage de la ville de Paris. Oui. Alors effectivement, on a en toute franchise quand même un peu galéré à trouver des exemples, des initiatives, des politiques publiques
qu'il aille au-delà des déclarations de bonnes intentions qui étaient quand même déjà la précédente frontière des précédentes générations de PLU où il fallait inscrire l'ESS déjà enfin PLU, SCOT, dans tous les schémas, déjà de mentionner l'ESS dans les documents de présentation, d'introduction, les déclarations d'intention. Ça, c'était une première bataille et qui avait, enfin, c'est pas mal passé puisque de fait, on a quand même trouvé beaucoup de documents qui mentionnent l'ESS et l'intention de développer l'ESS. La difficulté qu'on avait, et dès lors que le sujet foncier est d'autant plus en mise en tension, notamment pour les collectivités avec Lausanne, etc., c'était de rendre ça effectif, opposable. De transformer cette déclaration en un levier, voilà. Et du coup, c'était notamment de transcrire ça dans les documents réglementaires de la planification, de l'aménagement, etc. Le seul exemple saillant qu'on ait trouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a peut-être pas d'autres, mais on a quand même bien cherché, c'est celui de Paris, alors qui était en cours d'adoption au moment où on rédigeait, qui a été adopté, je crois, juste avant la publication. Donc c'est du concret, qui a introduit un nouveau mécanisme, alors qui est fondé sur le besoin de mixité fonctionnelle. Donc dans le code de l'urbanisme, c'est une notion qui existe et qui permet du coup de faire des choses. Et qu'a fait la ville de Paris? Elle a décidé finalement d'identifier sur la carte un certain nombre de zones et donc de mettre des pastilles. Alors c'est en fait de la réservation juridiquement, mais du coup d'encadrer le fait que sur telle et telle parcelle, c'est assez fin. Eh bien, si on a le plus souvent un acteur ESS déjà installé, si le bâtiment venait à être détruit ou rénové, ben, il faudrait que dans le nouveau bâtiment, il y ait au moins autant de mètres carrés et s'il est augmenté, une proportion équivalente. Donc la préservation d'espace ESS, ça sauve pas nécessairement l'acteur dedans, si ce n'est que si on sait qu'il va rester dedans, on travaille aussi avec lui. C'est le fait d'identifier sur des zones qui vont être urbanisées, le fait qu'il y a des mètres carrés qui vont devoir être obligatoirement attachés à l'ESS. En fait, avec des mécanismes que probablement vous connaissez potentiellement plus pour le HLM, puisque la ville de Paris l'a beaucoup développé pour développer enfin, l'a beaucoup visé pour développer le logement social, profitant des ventes, etc., pour mettre des logements sociaux. Bah là, l'idée, c'est la même. Quand on a une transmission, une augmentation des travaux, et ben, de bureaux, on va prévoir qu'il y a un certain nombre de mètres carrés pour accueillir ou de commerce l'ESS. Donc ça, c'est le pastillage, donc c'est tout neuf. Et j'en profite puisque c'est pas dans le guide et c'est peut-être encore d'ailleurs trop neuf pour citer, mais tout récemment, la semaine dernière, été sollicité par une métropole qui souhaitait réviser dans son PLU et aménager son PLU pour permettre plus singulièrement l'installation de ressourceries, puisque ça pose des problématiques en termes de droit de l'urbanisme et permettre des ressourceries et pas d'autres typologies de commerce. Donc c'est assez fin hein, d'avoir des règles générales qui permettent à ce type de projet et qui du coup a fait rentrer, ou en tout cas s'apprête à faire rentrer dans les définitions réglementaires de son PLU, la notion de ressourcerie solidaire, de réemploi solidaire, de SS, comme discriminant positif pour autoriser certaines activités qui ne le seraient pas autrement dans certaines zones à urbaniser. Voilà. Donc c'est un sujet qui pour le coup est tout neuf. On disait on a des sujets qui étaient tout neufs dans la précédente édition, en tout cas relativement neufs, c'était le cas de l'urbanisme transitoire, on en parlera aussi un peu sur les foncières solidaires, mais qui du coup sont un peu plus éprouvées dans cette version-là. Là, la nouveauté, c'est celle-ci, c'est d'entrer dans les parties réglementaires des différents schémas, etc. Mais du coup, on a quand même, et la ville de Paris, c'est pas n'importe quel acteur. Vous imaginez bien que c'est un sujet de tension. Il y a des promoteurs immobiliers qui ont déjà menacé de lancer des recours, etc. Donc, la ville de Paris, c'est très bien entouré.
pour aboutir à une solution qui, a priori est solide, donc qui, devrait rassurer, un certain nombre d'acteurs, et avoir la main un peu moins tremblante. Je le sais parce que sur mon propre, territoire, il se trouve que je suis aussi élu local, on a un peu attendu, que la ville, de Paris, l'adopte et de voir passer un peu, les recours pour suivre l'exemple. Donc je vous invite, à regarder ça, c'est assez inspirant. Merci. Donc connu sous le nom de pastillage, hein, c'est ça? Enfin, je trouve le terme assez. Le pastillage, c'est pas le terme juridique, C'est pas le terme mais juridique. c'est le terme qui est effectivement d'usage et bien connu pour le logement social. Donc c'est le terme qu'ils ont utilisé pour vulgariser en tout cas la chose et qui est quand même assez parlant. Parce que très concrètement, c'est une carte, enfin c'est une carte de Paris avec, des pastilles de plus ou moins grande taille selon le nombre de parcelles, concernées, qui, sanctuarisent finalement la place de l'ESS quand elle est déjà présente ou sanctuarisent la place de l'ESS, à venir. Merci, merci Benjamin. Alors effectivement, c'est une partie qu'on a essayé de développer parce que ça nous semble une condition un peu structurante pour les prochaines années. Et également en lien avec les ZAN, enfin zéro artificialisation nette, dont je ne sais pas trop ce qu'ils vont devenir, mais voilà, en tout cas, quand on a écrit le repère, ils étaient toujours, c'était toujours très présent. Donc cette importance d'inscrire l'ESS dans ses stratégies à moyen et long terme. On a donc également dans ce guide présenté un certain nombre, alors à la fois présenter les possibilités d'intervention des collectivités par niveau de collectivité, pour préciser selon la commune, intercommunalité, département, région, qui peut intervenir sur quoi. Avec donc l'aide à l'immobilier d'entreprise étant plutôt une compétence intercommunalité qui peut associer le département et la région. La garantie publique locale étant une forme d'intervention qui peut être mobilisée par toutes les collectivités, des fonds régionaux dédiés, les questions des fonds européens, et puis en croisant avec l'approche par compétences des collectivités locales. Donc ça, c'est aussi parce qu'on a été amené à répondre un peu au fil de l'eau à des questions de collectivité. Est-ce que je peux intervenir, financer tel bâtiment ou non? Donc voilà, dans le repère, on a synthétisé ces éléments. Et puis insister sur le fait qu'au préalable, il y avait vraiment un besoin de connaissance des besoins des acteurs et des opportunités foncières sur le territoire, avec une approche territoriale, avec à la fois donc, des outils à disposition des collectivités. Je ne sais pas si vous les connaissez, France Foncier Plus, qui est un outil assez récent, si je ne dis pas de bêtises. La plateforme d'Aveco, qui est un outil donc, lancé par l'ANCT, oui, l'ANCT. Donc France Foncier Plus, un outil qui est lancé par Le CEREMA. CEREMA. Deveco, qui est un outil qui était plutôt centré sur pas forcément sur le foncier, qui a eu un développement foncier il y a 6 mois. Voilà. Ils sont des outils à disposition des collectivités, notamment pour repérer les opportunités foncières, avec des possibilités qui vont vraiment se développer avec le développement enfin, des open data aujourd'hui. Mais on a également illustré le repère par l'exemple de la communauté du Pays de Grâce, qui montre aussi qu'il y a besoin aussi, enfin ça peut être complété par une approche très fine et comment dire, enfin sensible et des connaissances sur le territoire de terrain disponibles, parce que c'est pas forcément toujours des friches de 700 mètres carrés dont les acteurs peuvent avoir besoin. Ça peut aussi être des projets euh, de beaucoup plus petite échelle. Et que là, c'est aussi par des actions d'arpentage de territoire, de connaissances qu'on peut repérer ces opportunités foncières. Donc les partenaires fonciers, donc on présente un peu les partenaires fonciers qui peuvent être mobilisés et sur quel sujet. Et puis l'outil aide-territoire qui est
un site internet qui vraiment intervient sur tout type de besoins de financement des collectivités, mais qui repère des centaines de financements à disposition des collectivités et des acteurs économiques, avec aussi bien les appels à projets que d'autres types de financements, et qui mérite, je pense, d'être davantage connu. Je ne sais pas si sur ces sujets, il y avait des remarques ou des questions. Et sinon, je vous propose de passer la parole à Terre de Liens pour avoir l'éclairage en milieu rural. Oui, Laurent. Non, juste, je reviens pas pas tant sur les aides. À la ville de Marseille, on utilise des Véco sur le suivi des entreprises, de l'ESS. D'ailleurs, on a l'onglet ESS dans le suivi des entreprises, donc c'est un super outil. Mais c'était plus avant, parce que c'était vachement intéressant. Comme on est en pleine refonte du PLU, là, j'ai repris le guide là sous les yeux et je sais pas si les pastilles sont mentionnées en fait. Il y a le schéma inspiré de la hiérarchie des normes du ministère de la cohésion des territoires. Mais, euh, mais si vous avez de la matière là-dessus, parce qu'en plus on est en plein dedans, donc c'est peut-être maintenant qu'il faut faire remonter ce type d'infos, vu qu'à la faveur de la relecture, parce que là, du coup, j'ai le guide, mais je suis pas sûr d'avoir l'exemple de Paris avec le pastillage, en fait, versus ce qui se pratique dans le logement social. C'est un peu le même outil, mais si je peux essayer d'alimenter voilà, mes homologues qui travaillent sur le PLU, sur ces sujets, ça peut être. Enfin, c'est maintenant que ça se joue, donc du coup, je trouverais ça utile ouais, de bénéficier de peut-être davantage d'infos. Voilà. Il y a une Avec plaisir. présentation. Ouais, il y a une petite présentation, on va pas au fond des choses parce que l'idée c'était de ne pas être trop technique, mais justement de susciter le genre d'intérêt que tu viens de manifester. Ouais. Et de répondre volontiers pour te transmettre la doc qu'on a et avancer. C'est encore un sujet à explorer, mais comme on a d'autres pistes, donc la ville de Paris en a exploré une, on a d'autres pistes. Je pense que l'idée c'est de vous faire passer ça et comme ça vous voyez qu'est-ce que vous utilisez, comment vous allez les articuler, etc. Ouais. Non, Volontiers. sur le guide, c'est Ok. page 36 et 37. Tu as vu les deux pages C'est 34, page 34, je crois, ouais. 30 ouais, ouais. 36 et 37, on a une double fiche spécifiquement sur Paris. C'est évoqué page 34 et c'est Ok. détaillé page 36 et 37. Enfin, voilà. Mais effectivement, n'hésite pas à J'ai- contacter Benjamin, surtout que depuis, ça a été pleinement adopté. Ok. Bon, merci. Et, et ben, s'il n'y a pas d'autres éléments sur ces aspects, je vous propose de passer la parole à Gabriel, hein, Oui, alors de Jaguer ou de Jaguer, je ne sais pas, Ottaviani. oui, c'est De très Jaguer, bien. on dit? Ok. De Jaguar, oui, de Jaguar Ok, Ottavia. Jaguer, Ottaviani. Ok. Donc pour éclairer une dimension qui n'est pas dans ce repère qu'on a travaillé par ailleurs dans le cas de Tresson, qui est autour des questions des enjeux en milieu rural et voilà, des enjeux d'installation agricole. Donc peut-être, Gabriel, si vous voulez, rapidement, enfin Terre de Liens, mais je pense que les personnes connaissent Terre de Liens, mais surtout la façon dont vous travaillez avec les collectivités. Oui, donc bref, en quelques mots, hein, Terre de Liens, donc c'est une fédération avec 19 régions qui sont autonomes. Donc nous en Corse, on a notre conseil d'administration qui prend les décisions et in fine, c'est la foncière qui valide ou pas hein, un achat donc d'un terrain avec bâtiment agricole si nécessaire et même avec logement si nécessaire. Donc on rejoint un tout petit peu aussi, je dirais, le foncier bâti. Hein. Donc en Terre de Liens, s'engage aussi à racheter si nécessaire les bâtiments et les logements. Donc en Corse, on est un conseil d'administration bien solide. Hein. On a des personnes qui sont d'ailleurs aussi au CESEC, hein, donc dans l'économie solidaire et sociale avec le CESEC. Donc nous, on intervient de trois façons différentes. Je dirais qu'on intervient directement avec tous ces jeunes porteurs de projets
qui ont souvent un diplôme comme un BPREA au lycée agricole de Borgo, de Sartène ou sinon au CPS à Corté. Donc on a 3 lieux où on intervient aussi au sein de Terre de Liens pour expliquer qu'est-ce qu'est l'association et comment on peut les soutenir avec donc l'achat des terrains. On fait pas uniquement les achats, on fait aussi l'accompagnement. C'est-à-dire quand on a un jeune qui cherche et que nous on entend que sur cette même commune ou dans la micro-région, il y a un terrain qui se libère et le propriétaire ne veut pas vendre, on fait tout simplement le lien pour que ça puisse plus rapidement se débloquer. Donc là, je bouscule directement sur les propriétaires, parce qu'il y a pas mal de propriétaires qui viennent nous voir et qui disent, voilà, on a ces terrains, on ne sait pas quoi en faire, comment les mettre en valeur. Ça peut être un peu compliqué pour un propriétaire de comprendre comment ça se passe dans le monde agricole, quels sont déjà les prix, tout simplement, que la SAFER existe et donc que tout est organisé aussi, que c'est pas le marché libre comme dans d'autres domaines, on a quand même un marché contrôlé. Donc, on a ce fonctionnement-là. On va sensibiliser les propriétaires, on va expliquer comment mettre en marche, comment valoriser ces terrains. Et souvent, ils sont très intéressés parce que nous, on rassure beaucoup, car quand on fait des baux ensuite, et quand on achète un terrain et quand on fait des baux, on a des clauses environnementales qui demandent aux porteurs de projets de toujours travailler d'une façon responsable, donc sans pesticides et sans d'autres produits qui seraient nocifs, et aussi des pratiques vertueuses, hein, donc pas de détérioration de sol, par exemple, quand on fait de l'élevage. Et ça permet aux propriétaires de vraiment nous le vendre avec une certitude que les terrains dans 50 ans soient toujours bien utilisés. Et troisièmement, on intervient auprès donc des projets d'alimentation territoriale. Donc aujourd'hui, quasiment toutes les communautés de communes ont ce genre de PAT qui a été mis en place ou qui est en train de se mettre en place dans de certaines régions. Et de cette façon, on est très proche donc de tous les élus d'une communauté de communes. On peut directement voir avec eux déjà les besoins, les envies pour un équilibrage, je dirais, territorial en production. Et derrière, on peut rapidement prendre voilà, un café, un rendez-vous. On décide, OK, sur cette commune, il y a ces parcelles qui seraient intéressantes pour une exploitation qui serait nécessaire pour le territoire, qui peut aussi être pratique pour la cantine scolaire, par exemple, hein, si je pense aux légumes, mais aussi à d'autres productions. Donc de cette façon-là, on peut faire le lien rapidement pour que ce qu'on met en place soit complémentaire. On l'a fait avec donc une exploitation qui aujourd'hui a pris son envol sur la plaine orientale. La commune d'Aller, il y a eu un maraîcher qui s'est installé grâce à nous. Il n'y avait pas de maraîcher dans cette micro-région, étonnamment, parce que c'est une plaine fertile, mais il y avait beaucoup de foin qui était produit, donc c'était pas trop du maraîchage. Et aujourd'hui, la micro-région en bénéficie parce que le porteur de projet voilà, travaille en direct au marché et avec tout un tas de personnes dans la micro-région. Dans une autre région, au contraire, il n'y avait pas de producteurs donc, en porcin, donc très peu de viande, il y avait quasiment plus. Donc là, on s'est dit, OK, là, ça peut être intéressant de stimuler cette installation en porcin. Aussi un beau défi, parce qu'en Corse, on a des vrais soucis pour ce genre d'installation avec la divagation animale et aussi la détérioration des sols, car le porc a quand même ce défaut hein, d'abîmer sérieusement les sols. Donc là, on peut rassurer les propriétaires et aussi la commune. Et aussi, on intervient vraiment dans le milieu, je dirais dans le milieu rural profond, jusqu'au village de Marignane, qui est très éloigné des axes, hein. On est à presque 1 heure et demie d'une nationale, donc aussi des commerces. Et là, on essaie aussi d'installer des jeunes voilà, qui sont courageux parce qu'ils veulent s'installer dans ce genre de village et qui ont presque vraiment ce besoin sérieux d'être accompagnés. Parce que quand on est dans des zones en milieu rural profond, où on est à 2 ou 3 kilomètres des 2 ou 3 habitants par kilomètre carré, il faut vraiment qu'il y ait aussi un peu un soutien presque régulier pour que des installations puissent se faire. Donc ça vous montre un peu qu'on a plusieurs façons d'accompagner, que ce soit un propriétaire. Évidemment, quand il y a un propriétaire qui nous sollicite, c'est nous qui allons chercher un porteur de projet. Quand c'est l'inverse, le porteur de projet
on lui demande déjà de prospecter sur sa propre commune et ensuite les communes d'autour et qu'on va l'accompagner ensuite dans cette recherche. Ça peut être par le biais de, voilà, d'ouvrir les portes des mairies, de chercher d'autres acteurs dynamiques que peut-être le porteur de projet ne connaît pas du tout. Et ensuite, il y a tout simplement beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout les moyens financiers, qui voudraient vraiment, qui sont très motivés, qui veulent s'installer et qui, sans nous, ne peuvent même pas rêver, même pas imaginer de s'installer. Aussi parce que voilà, dans la famille, il n'y a pas forcément les moyens pour soutenir ces jeunes. Donc on est très sur le terrain, comme vous voyez, on est très en déplacement sur tous ces endroits. On a des liens forts avec beaucoup de mairies, beaucoup de comités de communes, donc on peut vite agir et ensuite aussi chercher par exemple un lieu de transformation si le jeune n'a pas de lieu de transformation et aussi faire en sorte que ces fermes deviennent des lieux, je dirais, de partage, de rassemblement, parce qu'on essaye d'organiser ou des chantiers collectifs, qu'on appelle nous les opérates et en Corse, ou sinon des échanges sur comment développer l'agriculture sur une micro-région. Donc ça devient aussi des lieux de partage, d'échange et de réflexion pour le territoire. Voilà, quelques mots sur Terre de Liens, comment on agit nous. Après, évidemment, on bénéficie de toute la structure Terre de Liens, hein. Il y a environ 150 salariés aujourd'hui, avec 19 associations donc, qui sont implantées sur toute la France. L'outil qu'on partage, c'est la foncière Terre de Liens. Donc la foncière, c'est elle qui devient propriétaire. Aujourd'hui, elle possède 400 fermes sur toute la France. Il y a aussi une fondation Terre de Liens parce que de plus en plus de gens veulent léguer leur ferme à Terre de Liens, surtout quand ils n'ont pas d'enfants. Donc, au lieu de le laisser à l'État, ils préfèrent le laisser à la fondation Terre de Liens et ça permet évidemment. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine maintenant de fermes qui ont été léguées et plein d'autres qui, voilà, dans les prochains 20-30 ans, reviendraient aussi à la fondation. Et après, un petit détail, il y a aussi au Pays Basque, donc une même association Terre de Liens qui est un peu plus indépendante encore, parce que c'est la mentalité basque. Nous, on a choisi de vraiment mutualiser la foncière. Eux, ils ont créé leur propre foncière. Par contre, la fondation, ils ont souhaité être avec Terre de Liens. C'est juste pour montrer qu'il y a plusieurs façons aussi de s'associer avec Terre de Liens. C'est vraiment un mouvement qui vient des citoyens, qui vient des paysans, et qu'on n'est pas du tout dans une recherche de bénéfices, hein. On est avec une structure vraiment bénévole. Donc, tous ceux qui me surveillent, si on peut l'appeler comme ça, c'est le conseil d'administration formé de bénévoles. Et donc, moi, pour l'accord, je suis le seul salarié. Peut-être dans quelques années, on sera 2 ou 3, mais pour l'instant, on est vraiment en train de le lancer sur l'île. Voilà, un Merci petit beaucoup résumé. pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Avant peut-être de présenter un exemple de coopération. Enfin, voilà, vous aviez évoqué la coopération avec la collectivité d'Ajaccio, du pays d'Ajaccio, avec la CAPA. Mais Oui, peut-être avant, est-ce que sur Terre de Liens, il y a des questions et est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez tous? Enfin, il me semble qu'aujourd'hui, Terre de Liens est bien connu parce qu'un travail de fond depuis combien, 30 ans maintenant? Ça fait combien de temps que... 2003. 2003, d'accord. Ah, ok. Après, ça existait un peu avant, mais en 2003, la foncière a été créée. Et juste un petit point que j'ai pas évoqué, on travaille beaucoup aussi avec donc, le pays ajaccien par rapport aux espaces tests. Aux Donc, espaces à tests, Ajaccio, il y voilà. a 4 espaces tests pour Alors, quel est surtout le le principe des maraîchage, mais espaces aussi tests? des fleurs, hein. Donc, il y a plusieurs Ah, types d'installations. Et les jeunes qui, pendant 3 ans, peuvent expérimenter cette activité agricole, on les accompagne pour trouver des terrains après les 3 ans d'essai. Donc ça, c'est assez important parce que ça nous permet aussi de vraiment renforcer cette initiative qui est presque une initiative, je dirais, hein, solidaire et sociale parce que ça permet à des personnes d'avoir directement accès au foncier pendant 3 ans et ensuite peut-être s'installer durablement dans la région ajaccienne. Donc aujourd'hui, il y a d'ailleurs 2 autres endroits où ils réfléchissent à faire des espaces tests en plaine orientale et dans le Cap Corse. Donc c'est aussi une idée qui commence à essaimer étape par étape. merci. Est-ce que le principe des espaces tests, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y en a sur d'autres territoires? Est-ce que il est Oui,
Sur le Pays de Grâce, depuis un moment, on a des espaces tests et on fonctionne avec une coopérative d'activité et d'emploi, Mosagri, voilà, sur un terrain à Colombes, donc dans le haut du territoire, on a démarré par là, par un terrain qui appartenait à la municipalité. Et l'idée de la coopérative d'activité et d'emploi, c'était de pouvoir donner un statut à celui qui testait son exploitation. Et du coup, on l'a développé. Et aujourd'hui, on a un conventionnement avec cette coopérative d'activité et d'emploi. Et voilà, il y a un lien fort aussi avec Terre de Liens sur notre territoire, qui a permis quand même l'installation de quelques agriculteurs sur le Haut-Pays. Après, moi, j'ai mentionné ce que nous, on fait quotidiennement en Corse. Il y a des tas de projets de la Fédération et de la Fondation Terre de Liens qui vont dans plein d'autres domaines, hein, qui sont directement reliés à l'économie sociale et solidaire. Là, j'ai vraiment montré le travail de terrain qu'on fait quotidiennement. Après, voilà, il peut y avoir plein d'autres projets. Nous, l'année qui arrive, en 2026, on va proposer un accompagnement technique pour les maraîchers qui s'installent, soit avec Terre de Liens ou pas. Mais on va leur proposer donc d'être accompagnés parce que beaucoup de jeunes veulent s'installer aujourd'hui en tant que maraîchers, mais n'ont pas forcément une expérience dans ce domaine-là. Donc, on prévoit qu'ils aient un accompagnement avec, par exemple, des analyses de sol, avec comment planter des cultures, avec les végétales, donc avec tout un tas de pistes pour que, après le diplôme et lorsque l'installation s'effectue, qu'ils se sentent pas abandonnés et qu'ils puissent bénéficier des connaissances qui sont déjà en place. Voilà, ça, c'est Merci, les projets effectivement. de la Fondation Terre de Liens. Ah ouais, c'est effectivement, enfin, vraiment des sujets qui sont très importants parce que juste, enfin, quelques chiffres très rapides, mais on sait qu'il y a la moitié des actifs agricoles qui partiront à la retraite d'ici 2030 et donc ce qui va libérer 10 millions de terres. Et les études qui sont faites montrent qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les descendants d'agriculteurs qui veulent reprendre l'activité, mais par contre qu'on a une partie du renouvellement des générations vient déjà aujourd'hui donc des personnes qu'on appelait NIMA, je sais pas, des personnes non issues du milieu agricole, ce qui pose un certain nombre de questions sur l'accès à la terre qui a été évoqué, sur les questions de formation, d'expérimentation, et d'où le développement aujourd'hui des espaces tests agricoles et des structures type coopératives d'activité d'emploi qui permettent à des personnes de tester leur activité pendant quelques années, de se former en même temps qu'elles testent leur activité. Donc il y a vraiment enfin, à la fois un enjeu et des solutions aussi apportées par les acteurs de l'économie sociale et solidaire à ce problème majeur, enfin, en tout cas cet enjeu majeur de l'évolution du paysage agricole et du renouvellement des générations en agriculture. Et alors, c'est un des sujets qu'on aborde dans le cadre du projet Tresson, où on réalise un kit, alors un kit sur comment les collectivités peuvent aider à l'installation agricole. Et donc avec un certain nombre de fiches qui sont en cours de rédaction. Donc si vous avez des expériences, des témoignages à partager, n'hésitez pas à le faire. Et les deux premières fiches qu'on a réalisées, qui sont en ligne, c'est comment est-ce qu'une collectivité peut favoriser l'accès au foncier qui lui appartient, enfin l'accès au foncier qui appartient à la collectivité, puisque les collectivités peuvent avoir des terres agricoles. Elles peuvent aussi travailler avec la SAFER, donc en demandant à la SAFER d'intégrer des éléments en lien avec la stratégie du territoire. Voilà, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'ici, mais en tout cas, on insiste aussi, enfin, sur le rôle un peu, le rôle des collectivités par rapport à cet usage des terres agricoles. Et donc, dans ces fiches qui sont accessibles, on a quelques illustrations. Donc, pour les fiches, pour la
l'accès au foncier des terres qui appartiennent à la collectivité, avec possibilité aussi d'acquisition par la collectivité de terres ou à l'amiable ou en préemption au motif agricole, au motif environnemental. On a également donc quelques illustrations sur des mises à disposition de terres pour un PTCE avec l'exemple du Pays de Grâce et du PTCE, du pôle territorial de coopération économique qu'on a évoqué tout à l'heure, les fleurs d'exception, puisque c'est la commune de Mouansartou qui a mis à disposition 2 hectares pour permettre le développement de l'activité. On a également identifié des pratiques de mise en réserve de biens fonciers agricoles. Par exemple, le département d'Ille-et-Vilaine, qui, dans le cadre d'une convention avec la SAFER, met en réserve pendant une période de 2 ans des biens, des terres agricoles, le temps de permettre à des projets de se monter. Donc ça permet de ne pas rater d'opportunités foncières. Donc les projets sont acquis par la SAFER et en parallèle, un projet d'installation est travaillé et le département prend en charge en fait les frais qui sont générés par le stockage, aussi bien l'acquisition que la mise en réserve, les impôts fonciers, enfin, etc. Voilà, donc il y a des montages qui sont présentés dans ces fiches sur l'accès au foncier qui peuvent intéresser concerner des collectivités à différents niveaux. Donc pour l'accès au foncier qui appartient à la collectivité, avec un exemple, enfin une illustration par des coacquisitions de terres entre terres de liens et des collectivités. Il y a des terres qui peuvent être acquises en même temps par terre de liens et la collectivité. Et puis, on a également une fiche sur comment la collectivité peut favoriser l'accès au foncier privé. Et donc, notamment en développant, alors, illustré par un exemple à Redon, je crois que c'est Redon Agglomération, sur un observatoire d'installation de transmission qui a été mis en place à l'échelle de l'agglomération de Redon, avec à la fois une démarche de repérage des cédants sur l'ensemble du territoire, une démarche également de promotion des métiers de l'agriculture. Donc, c'était un marché public, en fait. Voilà, on présente rapidement le marché public. Le premier lot de ce marché a été obtenu par les CIVAM et les groupements d'agriculture biologique. Le deuxième, promotion des métiers de l'agriculture par la Chambre d'agriculture. Et puis le troisième, c'est la création d'un observatoire autour des sujets d'installation, transmission, pour faciliter la mise en relation entre porteurs de projets agricoles et cédants. Donc, la collectivité, au travers de cet appel d'offres, a permis à des acteurs, donc sur ce dernier lot, c'est un regroupement d'acteurs avec Accueil Paysan, le CIVAM, Terre de Liens, Bretagne, de pouvoir avoir des moyens, parce que là aussi, bien sûr, la question des moyens, pour faire ce travail très fin d'identification et de mise en relation entre des porteurs de projets et des cédants. Moi, j'ajouterais juste ce qui est important pour nous quand on fait le travail de terrain, c'est quand on arrive dans beaucoup de mairies, je dirais dans le rural, déjà il y a très peu d'habitants, hein. Moi, je suis dans un village, on est 60 habitants et voilà, à moins de 40, l'âge de 40, il y a personne, hein. Je suis tout seul dans, dans une situation assez complexe, hein, tout simplement. Donc, c'est clair qu'un maire, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, nous, quand on installe quelqu'un, on se met directement en lien avec les mairies, les 3-4 mairies qui sont autour aussi pour chercher un logement. Parce que la plupart des jeunes qui veulent s'installer, pour la Corse, on est à 80% des gens habitent à Bastia-Ajaccio, les 2 grandes villes. Donc, quasiment la totalité des jeunes grandit aujourd'hui dans les 2 grandes villes ou voilà, dans les 2-3 petites autres villes comme Corté, Porto Vecchio et l'Île-Rousse. Mais ça veut dire que nous, on est vraiment obligé de faire ce lien de l'urbain vers le rural, parce que c'est plus des jeunes qui grandissent dans des grandes familles où tout le monde a été berger ou agriculteur. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les dernières familles où il y avait encore une transmission, je dirais, interfamiliale, n'existent presque plus.
Concrètement, c'est presque disparu ou sinon en train de disparaître. Donc on est vraiment obligé de aussi recréer ces liens, de faire en sorte que les habitants d'une commune tout doucement s'approprient cette idée que peut-être il y a une nouvelle famille qui s'installe, qui vient de Bastia, d'Ajaccio. Comment les mettre en lien, comment faire en sorte que cette transition se passe de façon harmonieuse. Voilà, c'est un travail très important et d'expliquer aussi au maire que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment stimuler la commune, qui va porter des nouvelles énergies et donc ça doit être fait d'une façon on doit être très vigilant que ça se passe bien et c'est quelque chose qui rend aussi l'installation plus complexe parce qu'on peut juste pas facilement dire voilà, il y a une dizaine de jeunes dans ce village. Et on va juste chercher des terrains pour ces jeunes qui sont déjà là, qui ont déjà leur maison. Il faut du coup imaginer les jeunes qui s'installent, il faut qu'ils payent un loyer. Peut-être il faut qu'ils construisent un bâtiment agricole ou qu'ils trouvent un lieu de transformation. Ça, c'est pas évident. Quand on est déjà sur place, on peut avoir tous ces outils de travail. Quand c'est pas le cas, il faut les créer ou il faut les trouver. Donc ça, c'est un double travail de fond voilà, qui plutôt va agir sur le foncier mais bâti. Parce que si le logement, c'est l'espace de transformation, voire une bergerie, hein, tous ces outils de travail rentrent aussi en compte et peuvent rendre vraiment plus compliqué l'accès à l'installation agricole. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important aussi. Enfin, c'est à la fois des enjeux qu'on retrouve sur beaucoup d'autres territoires et en même temps une spécificité en Corse avec aussi une pression enfin, très différenciée selon les Oui, et territoires. après aussi, cette pression que vous dites, c'est donc les mairies en Corse qui ont des terres qui appartiennent à la mairie, c'est quelques mairies qui sont reliées à la haute montagne, parce que les transhumances, les espaces de transhumance, les estives, souvent appartiennent à la mairie. Donc il y a des mairies hein, qui ont 5500 hectares de terre et 5000 de ces hectares appartiennent à la mairie. Hein. Donc il y a des mairies qui ont beaucoup, beaucoup de terres communales, sauf que c'est la haute montagne. Donc après, est-ce que c'est viable pour installer à l'année quelqu'un à 1200 mètres d'altitude? C'est compliqué. Donc après, il faut trouver des moyens d'installer cette personne dans le village même et ensuite, il y a les estives qui peuvent peut-être utiliser un peu plus que 3 ou 4 mois. Hein. Peut-être ça peut être 8 ou 9 mois, mais il faut quand même aussi le plan B où la famille puisse s'installer durablement dans un village. Donc, on a des terres qui appartiennent à la mairie, c'est rare, mais encore ça existe si on part d'Estive. Sinon, la mairie n'a pas de terre. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très spécifique. En Corse, tout est privé. Parfois, on voit des terres qui ont l'air impossible même d'y s'imaginer que ça appartient encore à quelqu'un, mais c'est privé. Donc l'accès à ces terres est compliqué parce que souvent on a l'indivision, un petit aspect qui est vraiment très local, qui existe que en Corse, hein, parce qu'on a un régime différent pour les héritages en Corse. Donc on a des indivisions beaucoup plus importantes que sur le continent. Et pour ce genre d'installation, et ça peut aussi être avec le bâti, ça peut être très compliqué parce qu'en Corse, on ne paye toujours pas de taxes hein, quand on hérite un bien de ses parents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de terres appartiennent à 25 ou 50 personnes. Donc, essayer ensuite d'installer un jeune quand voilà, ce problème se multiplie par 10 parce que c'est 10 parcelles différentes. Hein. Donc, là, vous vous rendez compte que ça peut être dur. Par contre, il y a des leviers, il y a des façons, quand il y a la majorité des propriétaires qui veulent bien vendre cette parcelle, aujourd'hui, il y a des façons de obliger les héritiers à être d'accord, hein, à signer la vente, parce que sinon, ça part aux enchères, par exemple. Donc là, nous, avec Terre de Liens, on peut aussi indiquer toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui pour débloquer le foncier, qui n'existait peut-être pas il y a 20 ans, mais qu'aujourd'hui sont en place et que la plupart des propriétaires ou des mairies ne connaissent pas du tout. Donc voilà, il y a aussi ces éléments-là qu'on peut apporter gracieusement. On explique toutes les possibilités qui existent. Très bien. Et puis à côté d'un travail de plaidoyer aussi de Terre de Liens à l'échelle nationale qui est très important. Oui, oui, et à l'échelle du coup régional aussi. Donc nous, quand on a des choses qu'on voudrait communiquer, expliquer, on a une commission plaidoyer à Terre de Liens. Donc plusieurs personnes qui vont travailler sur
toutes les actualités à l'échelle nationale et régionale. Et ensuite, on réfléchit à comment le porter au grand public pour que, déjà, donc on intervient avec la commission plaidoyer à l'Assemblée nationale et auprès des parlementaires, et ensuite auprès des députés localement. Donc, on a aussi ces possibilités d'influencer certaines politiques publiques. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des moi, je trouvais ça passionnant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Juste sur le détail, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas juste le modèle économique, hein, Oui. on a des actions solidaires à Terre de Liens. Donc ça, c'est vraiment, on ne dépend pas des institutions, ni des partis politiques, ni des privés, je dirais d'entreprises privées. Donc l'actionnariat solidaire, c'est que tout le monde peut mettre 100 € dans Terre de Liens, ou 200, ou 1000, et ensuite reprendre cet argent quand la personne le souhaite. Donc on fonctionne grâce à ce système-là. Donc c'est assez spécifique, hein. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui fonctionnent de cette façon-là. Et ces actions aujourd'hui sont très importantes. Donc on a 25 000 actionnaires sur toute la France aujourd'hui, avec certains qui vont mettre des quantités d'argent très importantes. Et quand on fait l'achat d'une ferme ou d'un terrain, on lance un épargne solidaire exprès pour cette ferme où il y a encore plus de gens qui vont contribuer. Il y a ensuite aussi des gens qui font tout simplement des donations, mais le socle de Terre de Liens, c'est l'actionnariat solidaire qui marche très bien et voilà, qui nous donne des moyens considérables. Et finalement, je ne sais plus, Terre de Liens Corsica, il y a possibilité de flécher sur Terre de Liens Corsica, c'est ça? Oui, oui, on peut toujours flécher sur ou bien la région, ou bien même sur une ferme spécifiquement. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous mettre le lien de ton homologue sur la région PACA? Ah oui, bien sûr, j'étais au téléphone il y a 2 jours avec, donc il n'y a pas de souci. Merci. Oui. Moi, je vous connaissais, mais a priori pas si bien que ça. Donc, je vous remercie pour ce témoignage. Donc, j'en ai beaucoup appris. Je pense que vous êtes connu de mes collègues au service, sur le service agriculture, mais quand même, je ferai le lien parce que c'était un retour d'expérience assez riche. Et du coup, sinon, si moi, par exemple, je vais un peu explorer ce qui se passe sur le territoire de la métropole Aix-Marseille, je peux aller directement sur le site internet et retrouver toutes les initiatives sur le territoire qui est le mien. Voilà, exactement. En gros, c'est tout Ok, simplement le site de Terre de Liens et ensuite il y a toutes les régions. Donc on clique sur PACA et on trouve les régions. Après, ça peut être une très bonne idée de faire une réunion avec les responsables à PACA pour rentrer dans le vif du sujet localement, quoi. Bien sûr. super. Ben, je vous remercie. De rien. Donc, je suis de mettre le lien dans le chat et puis on fera un retour avec avec les coordonnées. On pourra donner vos coordonnées, Gabriel, et les coordonnées du chargé PACA. de mission et du coprésident PACA Oui, oui, bien sûr. voilà, qui pensait pouvoir participer, mais j'imagine qu'il a pas pu participer. Ah, ouais, peut-être. Voilà. Et ben, je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques ou questions. Euh, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous présenter un des chapitres, le dernier chapitre du guide, mais voilà, que vous trouverez sur la question plus juridique des modalités de contractualisation, qui ont été évoquées aussi un peu ici, hein, sur entre la propriété du foncier, que ce soit du bâtiment ou du foncier de façon plus générale, les différentes formes de conventionnement qui sont aussi précisées dans le repère, des baux d'occupation temporaire aux baux de longue durée, bail emphytéotique, par exemple. Donc voilà, on précise dans le repère les différents types de baux, les avantages, les inconvénients. Et puis un point aussi sur ce qui relève du domaine public ou du domaine privé de la collectivité, parce que là aussi on avait quelques questions et quelques peut-être confusions de la part de collectivités entre leur domaine public et leur domaine privé.
Je ne sais pas, Benjamin, si tu veux dire un mot sur... Ouais, effectivement, en fait, le sujet foncier a émergé, une problématique plus générale. Donc, on a pas mal de publications qui sont sorties, tant du côté des acteurs comme les CRES que même d'autres publications des partenaires publics, mais peu qui faisaient le lien entre les deux et qui essaient d'apporter de la contribution de part et d'autre, et notamment sur ce sujet spécifique aux collectivités, sur la distinction domaine privé, domaine public. Puisque pour des projets de SS, on peut être, enfin, on a les deux. Donc, c'était important pour nous de présenter les deux, et forcément, c'est quelque chose qui est moins connu par les acteurs privés. Je profite aussi, j'ai rajouté le lien, mais ça fait un peu du coup, le lien avec ce qu'on se disait. Dans le guide qu'on vous présente principalement, comme le disait Anne-Laure, alors on a inclus des projets ruraux, mais on s'est bien gardé au niveau de ce guide-là de parler du foncier agricole. Pour autant, Anne-Laure le disait, on le traite à travers le programme Tresson, donc avec la VISE, qui donne lieu à des publications donc en cours de travail, donc qui vont bientôt arriver, qui vous étaient en partie présentées, et qui donne d'ores et déjà lieu à une ouverture de notre foire aux questions juridiques. Donc sur les sujets ruraux agricoles, elle est ouverte aux collectivités non adhérentes, donc enfin, à tout public en fait. Donc, y compris n'importe quelle structure de l'ESS curieuse de lire ça. Donc, je vous ai mis le lien là pour illustrer dans la conversation enfin, une des plus récentes qu'on a traitée, qui est justement sur la mise à disposition de fonciers agricoles des collectivités locales. Donc, ça fait le lien avec Terre de Liens, je crois, qui est même peut-être d'ailleurs mentionné, je crois, en termes de débouchés ou d'illustration, mais qui du coup vient compléter les éléments qu'on présente dans le guide foncier, puisque là, sur le foncier agricole, on est quand même plus généralement sur du domaine privé. Le second sujet, je profite d'avoir la parole sur les foncières publiques, parapubliques et solidaires. Il y a du lien aussi, puisqu'on voit aussi qu'un nouveau type de foncière publique, parapublique ou solidaire qui se développe, ce sont des foncières à vocation d'installation agricole. Donc des départements, des métropoles qui montent des foncières pour s'inspirant en fait du modèle de Terre de Liens, parfois en partenariat, parfois pas, et qui du coup pour du foncier agricole, qui sont parfois elles-mêmes ces foncières sous statut ESS. Hein, on pense à des foncières parapubliques et agricoles en SIC, impliquant départements, SAFER et autres acteurs, euh, pour tout type d'agriculture. Mais on peut même avoir des foncières en SIC ou pas, mais qui vont viser du coup de l'agriculture sous statut ESS. On a eu un exemple là, récemment avec la métropole de Poitiers, donc c'était sur une SIC ceinture verte. Voilà. Donc c'est des sujets qui se développent, qui sont d'actualité et qu'on va d'autant plus documenter dans les semaines et mois à venir. Je voulais juste ajouter une petite chose parce que je rebondis dans ce qui a été dit. C'est que Terre de Liens a beaucoup stimulé et stimule toujours tout type d'initiative qui va un peu dans le même sens. Et que grâce à ça, l'idée c'est que chacun devient autonome très rapidement, mais qu'au début, il y a besoin de souvent aussi des compétences et des connaissances pour monter ce genre de modèle. Donc Terre de Liens fait ça depuis longtemps. Moi, dès que j'ai un problème ou une incertitude, je sais pas trop comment faire, il y a un responsable dans la fédération qui donnera toutes les pistes qu'il faut. Donc ça nous permet de très rapidement avancer et de stimuler tout type, je dirais, d'approche, que ce soit public, privé, que ce soit avec une association, avec tout un tas d'institutions. Donc aujourd'hui, il y a même le rachat des bateaux de pêcheurs qui aujourd'hui se fait de façon comme on fait à Terre de Liens avec des actions solidaires. Bref, dans tous les domaines aujourd'hui, vous voyez que c'est une formule qui fonctionne, qu'au début on n'était pas trop sûr. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, ça fonctionne et l'idée commence à essaimer sérieusement et que voilà, avec Terre de Liens, on est juste disponible dès qu'il y a besoin pour donner des pistes et des idées dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup.
Écoutez, pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions, juste quelques rendez-vous. Alors, on a évoqué plusieurs fois le séminaire, le projet Tresson, donc avec son séminaire de clôture qui aura lieu le mardi 20 mai à la Ferme des Possibles à Stein. Alors, dans le partenariat de ce projet, on retrouve bien entendu Terre de Liens et puis plus largement les réseaux autour de Impact, où il y a plusieurs réseaux autour de l'agriculture paysanne et durable qui sont membres. Donc, je pense qu'on aura une intervention de quelqu'un de Terre de Liens. Donc, vous avez les informations sur le site du RTES. Le prochain webinaire qu'on organise, c'est sur mesurer la place de l'économie sociale et solidaire dans la commande publique, avec donc un webinaire voilà, qu'on veut un peu assez opérationnel sur comment est-ce que très concrètement on peut mesurer la place des acteurs de l'ESS dans la commande publique, comment les collectivités travaillent sur le sujet. Il y a souvent des objectifs qui sont fixés, par exemple dans les schémas de promotion des achats socialement, écologiquement responsables. Voilà, concernant la façon de le mesurer concrètement, on se rend compte que ça reste encore un peu compliqué pour les collectivités. Donc, on aura des partages d'expériences de collectivités qui ont avancé sur ce sujet. Donc, c'est le jeudi 10 avril. Et puis, une rencontre qui n'est pas organisée par le RTES du tout, mais qui est organisée par Intercommunalité de France, qui a lieu donc à Monteux, dans le plus. Soutenir, accompagner, animer l'économie de proximité. Alors, a priori, c'est pas sûr qu'on parle d'économie sociale et solidaire, mais voilà, si vous avez la possibilité d'y participer, et pourquoi pas de faire en sorte qu'on y parle aussi un peu d'économie sociale et solidaire, ça peut être une bonne occasion. Alors, David et Julie, vous n'avez pas complété vos coordonnées sur le diaporama, mais c'est vrai que j'ai... mais je me permettrai d'envoyer aussi vos adresses mail. Enfin, de toute façon, vous êtes en copie, enfin, vous avez, avec les formulaires, avec la confirmation d'inscription, vous avez en copie les adresses mail de David et de Julie, de Benjamin et de moi et de mon collègue Pierre-Alain Simon, qui n'est pas là ce matin, et qui était à la manœuvre pour l'organisation du club. Et puis, donc, on vous transmettra les coordonnées de Gabriel et de Terre de Liens en PACA. Merci. Oui. Merci, c'était vraiment enrichissant et passionnant.